Imaginons un peu la scène. On est dans sa cuisine, on tape frénétiquement recette de lasagne végétarienne sur son téléphone. Ouais. On appuie sur entrée et là, pendant cette toute petite fraction de seconde, à des milliers de kilomètres, dans un immense centre de données ultra sécurisé, il y a de dizaines de serveurs surpuissants qui s'activent brusquement. Exactement. Tout un système se réveille. Voilà. Mais la question, c'est combien d'énergie on vient réellement de consommer avec cette simple action? C'est la grande question. Est-ce que c'est l'équivalent d'une petite ampoule qu'on allumerait un bref instant dans un couloir? Ou est-ce qu'on vient de démarrer un énorme moteur de gros 4x4 qu'on laisserait tourner à vide pendant des heures? Pendant très longtemps, l'industrie technologique a gardé ses chiffres bien souclés. On naviguait dans un brouillard total, quoi. C'est clair. Mais notre exploration d'aujourd'hui s'appuie sur une source qui vient enfin dissiper ce flou. C'est l'article de recherche d'août 2025 de la chercheuse Anna Ricci. Absolument. Elle décortique vraiment l'empreinte carbone et énergétique des requêtes d'intelligence artificielle, donc spécifiquement les modèles de pointe comme ChatGPT et Gemini. Et le but ici, c'est pas de faire un procès à la technologie, hein. C'est juste de démystifier l'impact écologique réel au quotidien et de trier un peu les faits des mythes. Exactement. Comprendre la réalité physique derrière ces outils invisibles. Bon, décortiquons tout ça. Si l'on veut vraiment saisir l'impact, il faut isoler l'action la plus basique qui soit, c'est-à-dire générer du texte. Ouais, la requête de base. Et les données fraîchement publiées par Google nous donnent enfin un point d'ancrage solide. Tout à fait. Selon eux, la requête texte médiane sur leur modèle Gemini consomme seulement 0,24 Wh. Ce qui est vraiment bas. Et pour remettre ça dans son contexte, c'est une chute spectaculaire. Il y a seulement 12 mois, les estimations tournaient autour de 3 Wh. C'est fou, on parle d'une consommation divisée par plus de 10 en un temps record. Ouais, en un an. La vitesse d'optimisation est sans précédent, vraiment. Et ces 0,24 Wh, ça s'aligne avec d'autres estimations. Comme celle d'Epoch Shahi, c'est ça? C'est ça, Epoch Shahi tablait sur 0,3 Wh. Et il y a même une déclaration de Sam Altman d'OpenAI qui parlait de 0,34. Donc il y a un vrai consensus qui se forme. Mais comment ils ont pu diviser ça de manière aussi drastique? En fait, c'est pas juste les puces qui consomment moins. C'est l'algorithme lui-même qui a été optimisé. Ah, d'accord. Les modèles apprennent à prendre des raccourcis mathématiques, à utiliser moins de mémoire vive pour le même résultat. Faut qu'on donne une image concrète de ce que représentent ces 0,24 Wh. Parce que, honnêtement, en tant que tel, c'est pas très intuitif. Ouais, c'est abstrait. L'article propose des équivalences géniales. Cette fraction d'énergie, ça correspond à faire tourner un micro-ondes pendant une seule petite seconde. Une seule seconde? C'est microscopique. Ouais. Ou alors, regarder la télévision pendant 9 secondes. Ouais. Ça équivaut aussi au fonctionnement d'un réfrigérateur classique pendant 6 secondes ou à charger son téléphone de 2%. Ça remet bien les choses en perspective, quoi. Complètement. Quand on pense à la puissance intellectuelle mobilisée pour coder une application, une seconde de micro-ondes, c'est rien. C'est vrai que c'est impressionnant. Mais il y a un mot qui me chiffonne profondément dans le rapport de Google, le mot médiane. Ah, on y vient. Une médiane, par définition, ça veut dire que la moitié des recherches consomme moins, mais que l'autre moitié consomme plus. Exactement. Est-ce que cette moyenne au milieu ne masque pas une réalité où les recherches très complexes, comme leur fonction Deep Research, consomment massivement plus? Est-ce qu'on lisse pas un peu les données, là? L'opacité sur la distribution exacte, c'est le vrai problème de ce rapport. C'est ça. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point l'industrie communique sur la moyenne basse pour rassurer tout le monde. Forcément, ça donne une bonne image. Une recherche simple, genre demander la capitale d'un pays, ça demande presque rien au modèle. Ouais. Mais une recherche analytique profonde, où l'IA doit synthétiser 50 articles, générer des brouillons, se corriger en boucle, ça multiplie la charge de calcul. Et cette médiane lisse complètement ces pics. D'accord, je vois. Mais même si la consommation électrique est étonnamment faible, comment ça se traduit en pollution réelle, les émissions polluantes? Google va très loin là-dessus. Et ils affirment qu'une requête génère à peine 0,03 g d'équivalent CO2. 0,03 g, c'est une baisse de facteur 44 en un an. C'est une goutte d'eau. Anna Ricci le souligne bien. Pour quelqu'un qui ferait 10 requêtes par jour, c'est une augmentation de 0,03% de son usage électrique au Royaume-Uni. Et 0,1% aux États-Unis, je crois. Voilà, c'est considéré comme une simple erreur d'arrondi à la fin de la journée. Elle utilise ce qu'on appelle des Power Purchase Agreements, ou PPA. Les fameux PPA. Et là, j'ai l'impression qu'on rentre dans la magie comptable, non? Le terme n'est pas si exagéré en fait. Un PPA, c'est un contrat où une entreprise comme Google achète de l'électricité verte à prix fixe pour financer un parc éolien par exemple. Ok, donc ils financent le vert. Voilà. En échange, sur le papier, ils peuvent dire que l'énergie qu'ils consomment est propre.
et ça fait chuter l'intensité carbone de leur bilan. Ouais, mais c'est bien ça le problème. C'est un tour de magie. Comment ça? Google finance un parc éolien magnifique, disons, au Texas. C'est super pour la planète. Mais le serveur spécifique qui répond à ma question sur les lasagnes, Ouais. s'il est dans une région où le réseau local tourne au charbon, la machine consomme physiquement du charbon. L'électron vert du Texas, il n'a pas voyagé par télépathie, risque au serveur. C'est une excellente remarque. En fait, le réseau électrique, ça se comporte comme une gigantesque piscine. Une piscine. Ouais, une piscine interconnectée. Quand Google finance un parc éolien, il verse des seaux d'eau super propres dans la piscine globale. Ok, je visualise. Donc la qualité globale de l'eau s'améliore, c'est incontestable. D'accord. Mais si leur centre de données puise son eau juste à côté d'un tuyau industriel qui recrache de la boue tophique, Ah. l'eau qui rentre dans leur serveur pour les refroidir, elle est sale. L'investissement verdit le global, mais ça masque la réalité carbone locale de leurs infrastructures. C'est fou. Mais tu sais quoi? Cette histoire de compensation, c'est même pas le plus gros truc qui est balayé sous le tapis dans ces rapports. C'est vrai, il y a un grand absent. L'éléphant dans la pièce. Parce que ce 0,24 Watt de Google ne couvre que l'inférence. Seulement l'inférence, oui. Le fait de poser la question au modèle. Exactement. Et ça omet volontairement l'entraînement du modèle. J'aimais bien l'analogie de la bibliothèque pour comprendre ça. Ah oui, l'analogie du bibliothécaire. Voilà. Si l'IA est un bibliothécaire ultra rapide, l'inférence, c'est juste lui demander d'aller chercher un livre dans le rayon. Ça lui coûte pas beaucoup d'énergie. Non, mais l'entraînement, c'est littéralement construire l'immense bibliothèque à la main. Abattre les arbres? Voilà, couper le bois, écrire chaque livre un par un. Et ce travail titanesque n'est pas dans leur chiffre de consommation. C'est comme calculer l'essence pour aller chercher du pain en ignorant l'énergie pour construire la voiture à l'usine. C'est une asymétrie totale. L'entraînement d'un grand modèle, c'est faire tourner des dizaines de milliers de processeurs graphiques à pleine puissance 24 heures sur 24 pendant des mois. Des mois entiers. Une dépense initiale colossale. Et sans parler des appareils des utilisateurs ou du réseau externe qui achemine la réponse. C'est pour ça que l'article oppose les modélisations ascendantes, les bottom-up, et les modélisations descendantes top-down. C'est vraiment le cœur du problème méthodologique, ça. Si je comprends bien, le bottom-up, c'est les ingénieurs qui branchent un compteur juste sur la puce du serveur. Exactement, de manière très chirurgicale, ce qui donne un chiffre très bas et flatteur. Mais le top-down, la méthode descendante, elle est plus réaliste, non? Beaucoup plus réaliste. On prend la facture d'électricité totale du centre de données sur un mois et on divise par le nombre de tâches. Et pourquoi les chiffres explosent avec cette méthode? À cause du refroidissement principalement. Ah oui, la climatisation. Les processeurs d'IA chaussent à des températures extrêmes. S'ils n'étaient pas couplés à des frigos industriels géants, ils fondraient en quelques secondes. Mon Dieu! Pour chaque watt utilisé pour calculer, un autre watt ou plus part juste dans la ventilation ou le liquide de refroidissement. La méthode ascendante ferme les yeux là-dessus. Donc, on ignore la construction de la bibliothèque et on ignore la facture de la clim. C'est un peu ça, ouais. Le format change tout. Le monde de l'IA bascule vers le multimédia. L'article cite le MIT Tech Review qui dit que générer une image demande entre 0,3 et 1,2 Wh. C'est déjà beaucoup plus lourd. Mais générer une vidéo de 5 secondes avec le modèle Sora d'OpenAI, on approche du kilowattheure-m, 1000 Wh. Le choc du multimédia, c'est vertigineux. Si le texte, c'est une petite marche tranquille, la vidéo de 5 secondes, c'est soudainement le décollage d'un jet privé avec la post-combustion. C'est une excellente image. Mais pourquoi un tel gouffre pour juste 5 secondes? Pour le texte, l'IA calcule juste une probabilité pour deviner le mot suivant. C'est unidimensionnel. D'accord? Mais la vidéo, l'IA ne devine pas des mots. Elle génère 150 images complètes, avec des millions de pixels. Ouais, c'est énorme. Et elle doit simuler un moteur physique, calculer la trajectoire de la lumière, la gravité, la cohérence temporelle. Ça sourit que le personnage reste le même d'une seconde à l'autre. Voilà, c'est de la simulation de réalité en temps réel. La charge explose. C'est effrayant quand on sait que l'humanité entière se met à utiliser ça. Parce que, sachant qu'une requête texte coûte presque rien, on pourrait se réjouir. Oui, l'efficacité est miraculeuse à la base. Mais l'article met en lumière les commentaires de lecteurs experts. Tanner Janeski, Jonathan Irons. Ils pointent une augmentation colossale de la demande globale. À cause de cette fameuse efficacité? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Est-ce que l'efficacité est secrètement son propre pire ennemi? Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, on tombe en plein dans ce qu'on appelle l'effet rebond, ou le paradoxe de Jevons. Le paradoxe de Jevons. Faut qu'on explique ça. C'est simple. Historiquement, quand on rend une ressource plus efficace, on ne l'économise pas. On en consomme massivement plus. Ah,
L'exemple des ampoules LED de l'article? Exactement. Les LED consomment une fraction ridicule d'énergie par rapport aux vieilles ampoules, mais on n'a pas réduit notre facture d'éclairage. Maintenant, on a juste mis des rubans LED absolument partout. Des écrans géants, des façades entières éclairées toute la nuit. L'efficacité extrême fait chuter le tout, donc ça fait exploser les usages. Et pour l'IA, c'est la même dynamique. Parce qu'en rendant l'IA bon marché en énergie, Google et OpenAI s'assurent indirectement qu'on l'intègre littéralement partout. C'est le but assumé, oui. C'est plus juste nous qui allons sur un site pour poser une question. L'IA lit chaque email en arrière-plan, trie les notifications. Ce sont des milliards de petits agents virtuels cachés dans nos téléphones. Ils génèrent des mini-roquettes invisibles par milliers en permanence. C'est vertigineux. Du coup, l'enjeu majeur, c'est plus le bilan carbone d'un particulier qui génère un texte. C'est quoi alors? C'est la gestion de la charge électrique locale. Faire tourner ces centres de données immenses et omniprésents. Les opérateurs de réseau alertent déjà sur la difficulté d'absorber cette demande massive. Donc, si on doit synthétiser un peu tout ça. Allons-y. Pour un individu, utiliser un chatbot textuel aujourd'hui, c'est négligeable. On parle de secondes de micro-ondes. Pas besoin de culpabiliser à chaque fois qu'on génère une recette. Tout à fait, il faut rationaliser cette culpabilité écologique individuelle face au texte basique. Mais de l'autre côté, l'absence de données sur l'entraînement, la gourmandise extrême de la vidéo et cet effet rebond massif. Ça rappelle que l'industrie a de gigantesques défis d'infrastructure à relever. Il faut garder son esprit critique face à cette consommation invisible. Et justement, pour prolonger ces sources et terminer sur une réflexion un peu provocatrice. Je t'écoute. Si le paradoxe de Jevons dicte que plus une ressource devient efficace, plus la société en consomme sans limite, Ouais, qu'est-ce que ça signifie pour notre intellect humain? c'est-à-dire? Si l'IA rend la création de rapports, de courriels, de synthèse de réunions incroyablement rapide et sans friction, On pourrait croire qu'on va gagner du temps libre. exactement, on nous promet ça, mais si on suit le paradoxe, la société va simplement s'adapter et exiger de nous qu'on produise, qu'on lise et qu'on traite 10 fois plus de documents qu'avant. Ah oui, annulant complètement ce précieux temps libre. Est-ce que cette technologie va juste faire exploser nos propres cadences mentales et nos attentes de productivité? C'est une excellente question et un vrai risque systémique. C'est vraiment quelque chose à méditer la prochaine fois que que quelqu'un utilisera ces outils pour aller plus vite. Absolument. Une belle piste de réflexion.